Merci beaucoup. Eh bien, en deuxième lieu, nous allons maintenant vous présenter la famille Tezuka. Je suis ravi de voir que c'est toute la famille qui s'est déplacée. Jui et Taka, notre couple, toutes nos félicitations à vous. Nous avons beaucoup discuté au sein de notre jury. Et je vais retracer à grands traits ce que nous avons discuté lors de notre jury. Tout d'abord, nous pensons que vous utilisez votre propre famille comme cobaye. Vous envisagez l'architecture sous un angle très humain, très inclusif. Et lorsque Ui, notamment, a été professeure à l'université dont elle a été le doyen pendant les 2 dernières années, elle a été très claire. Elle a dit qu'il s'agissait d'une architecture générée, calquée sur les besoins de l'utilisateur. Ça, c'est une école, par exemple, que l'on voit. Et puis, il y a le concept EcoPlus qui nous intéresse aussi. Comment est-ce que votre architecture peut augmenter la biodiversité, la renforcer? Comment pouvez-vous co-concevoir avec le projet naturel? Il y a, par exemple, l'usage du nid que l'on fait dans les arbres en harmonie avec la voûte céleste, etc. Et c'est intéressant de savoir qu'en tant qu'être humain, nous avons été conçus, nous aussi, et nous faisons partie intégrante du milieu au sein duquel nous nous mouvons. Ce qui était important également dans votre travail, c'était la pertinence. Nous avons récompensé la performance. Il est important, effectivement, que les architectes se dotent d'un message pertinent. Il y a le projet, par exemple, très célèbre du jardin d'enfants Fuji, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Et ces projets montrent à l'envi que vous faites passer un message très, très pertinent, surtout dans le contexte du Japon, bien entendu, où les lois sur la construction au Japon, puisqu'elles doivent être anticipées notamment, constituent un véritable défi au jour le jour pour vous. Et puis, il y a également le fait que vous apportez la preuve entre les mains. Il est important de voir ce qui arrive à vos bâtiments. Les bâtiments vieillissent bien et vous avez bien entendu la connaissance du bois, les connaissances ancestrales japonaises qui sont au service d'une création et d'une innovation, ce dont vous êtes récompensés. Je vous donne maintenant la parole pour que vous soyez là pour nous inspirer, pour nous enthousiasmer avec vos projets. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci aussi de nous avoir récompensés de ce prix. C'est un très, très grand honneur et je suis ravie de pouvoir être présente ici avec ma famille puisque j'ai mon époux à ma droite et j'ai aussi mes enfants dans la salle. J'ai été extrêmement flattée, je dois dire, d'avoir été primée et ravie aussi des mots d'introduction particulièrement flatteurs. Et nous le sommes tous les deux. Je travaille donc avec Takahara, mon mari, mon associé, et vous voyez que je suis toujours en rouge et il est toujours en bleu. C'est notre code couleur et c'est notre code couleur ce soir aussi. Alors, désolé, il devrait y avoir aussi du blanc pour que ça fasse le drapeau français. Alors, on s'est dit, eh bien, très bien, nous sommes bleu et rouge, il faut d'autres couleurs pour nos enfants et donc nous avons décidé que notre fille serait jaune. On avait décidé que notre fils serait jaune aussi, mais à ce moment-là, ma fille est intervenue pour dire non, il devrait être vert parce que c'est moi qui suis jaune. Bref, nous sommes et nous représentons les couleurs primaires comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Voilà une belle photo qui illustre mon propos. C'est une photo qu'on a faite au Centre Pompidou il y a 2 jours de cela. Et c'est notre code couleur. Alors voilà un des plus petits projets à petite échelle que nous avons conçu. C'est Roux House. C'est une toute petite maison, vous pouvez le voir. Et voilà la maison. Ça, c'est la maison où vivait la personne qui ensuite a hérité de notre premier projet, de ce projet de maison qui est essentiellement un toit-terrasse et pas grand-chose de plus. Donc, il habitait dans cette maison, il habite maintenant une maison beaucoup moins traditionnelle. Et
La femme est sortie par cette fenêtre et elle a dit, mais c'est là que je préfère vivre, sur ce toit terrasse. Nous étions très surpris de l'entendre tenir ces propos. Et ensuite, ils nous ont montré une photo de leur fille qui, elle aussi, adorait passer du temps sur leur toit terrasse, d'une certaine façon improvisée. Vous voyez des grands sourires et vous voyez que ça n'est pas très sécurisé. Vous voyez qu'il y avait des tuiles qui étaient menacées d'éboulement. Donc, nous nous sommes dit, c'est vraiment dangereux de jouer sur ce toit terrasse improvisé. Autant leur faire directement une maison qui puisse répondre à leurs besoins. Donc, nous avons décidé de créer une maison constituée essentiellement d'un toit terrasse, comme vous le voyez ici, et aménagée entièrement. Donc, c'est une maison à un seul étage avec un toit terrasse incliné qui se trouve juste au bord de la zone résidentielle. Vous voyez ici à quoi ça ressemble, la topographie. Vous voyez ici le mont ou la montagne Tifori sur la gauche. Donc, il s'agit d'un toit terrasse incliné. C'est différent d'un toit terrasse plat, comme c'est le cas dans des édifices plus modernes. Nous sommes allés voir au Centre Pompidou, comme je l'ai dit, il y a 3 jours de cela. Et vous connaissez cet endroit. Ça, c'est à l'extérieur. Et vous voyez beaucoup de couples qui sont assis là, sur cette surface un petit peu inclinée. Et c'est nous, là, justement. Et nous sommes là avec d'autres couples qui adorent être installés sur ces pans inclinés. Alors, quand je parle de ce sujet, j'en parle souvent à mes étudiants et je leur dis, imaginez que vous ayez le choix. Vous pouvez être là à l'extérieur ou vous pouvez aller, par exemple, au McDo. C'est très, très différent. Au bout d'un moment, on est assis l'un en face de l'autre au McDo. 30 minutes plus tard, on n'a plus grand-chose à se dire parce qu'on est en train de se regarder l'un l'autre et c'est tout. Mais imaginez que vous soyez sur un pan incliné. Ça peut être, par exemple, au bord d'une rivière, sur les berges notamment donc de la rivière qui se trouve juste à côté de l'université où j'enseigne. Et là, effectivement, on voit beaucoup d'étudiants qui sont assis au bord de ces talus et on s'aperçoit qu'ils y restent très, très longtemps. Ils y séjournent pendant des périodes très longues. On n'a pas besoin de voir l'autre, de regarder l'autre pour lui parler, pour être en communion avec l'autre. Et ça n'est pas, on ne se sent pas gêné d'une certaine façon. C'est assez romantique. On regarde l'eau qui s'écoule et on peut parler, on peut échanger sur ce mode. Alors que si vous regardez la personne en face de vous, vous êtes d'une certaine façon limité. Ça n'ouvre pas l'imagination ou la créativité comme lorsque vous regardez l'eau. Vous imaginez l'onde, vous imaginez les créatures qui sont en dessous, etc. et qui évoluent. Donc, encore une fois, quand vous êtes sur un pan incliné, on n'a pas besoin de s'inquiéter de ce qui suit. L'imagination fait le reste. Donc, le pan incliné, c'est une bonne idée. L'inclinaison, c'est une bonne idée. C'est important, donc, ce pan incliné pour les gens. Ils s'y sentent bien. Donc, voilà à quoi ressemble cette maison. Vous la voyez ici. Ah, j'oublie quand même, je reviens un petit peu en arrière. Pour vous dire que nous ne voulions pas qu'il y ait d'escalier. Nous ne voulions pas d'escalier qui mènent au toit terrasse. Parce que, comme vous le savez, cette famille-là, elle est installée sur son toit terrasse en passant par la fenêtre. On n'est pas supposé, en général, sortir par la fenêtre. On sort par la porte. Donc, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire habituellement, on se sent assez bien. C'est assez rigolo. Alors, on a fait la même chose ici. C'est-à-dire que nous avons installé en fait une échelle le long de la lucarne percée dans le toit et c'est par cette lucarne qu'on accède au toit terrasse. Et la jeune assistante a dit, tiens, ça c'est ma lucarne. Et puis chacun s'est octroyé une petite lucarne. Il y en a 3 et les différents membres de la famille se sont octroyés leur propre petite lucarne par laquelle ils peuvent accéder grâce à une échelle jusqu'à ce toit terrasse pour y évoluer en paix. Et puis ils se sont dit, tiens, ce serait sympa de déjeuner sur le toit terrasse. Alors il a fallu installer des bancs, il a fallu installer une grande table, il a fallu installer aussi à proximité une cuisine, et c'est ce que nous avons fait, nous avons conçu tout cela. Ensuite, cette famille m'a dit, ce serait bien aussi d'avoir des petits espaces privés. C'est assez bizarre de vouloir être sur un toit et de vouloir avoir un peu d'intimité, mais nous avons quand même décidé d'installer une sorte de compartimentage sur le toit pour réserver des espaces privés. Et puis, il y a certaines personnes qui voulaient être orientées d'une certaine façon pour voir arriver, mettons, quelqu'un le matin par la rue. Alors, on a tout aménagé en fonction de cela. Ils se sont dit aussi, tiens, il fait très, très froid l'hiver.
l'hiver. Donc, il faudrait un moyen de chauffage. Pardon. Et donc, ils ont installé, bon, non pas un poêle sur le toit, ça aurait été quand même un peu dangereux, mais un système de chauffage quand même. Et ils ont dit, mais il fait très froid l'hiver, mais il fait aussi très chaud l'été. Donc, nous avons juste derrière la cloison que vous voyez ici, une douche pour rafraîchir les habitants l'été. Donc, voilà une coupe transversale. Comme l'a dit Taquin, la famille voulait pouvoir manger sur le toit terrasse, faire des barbecues, mais nous nous sommes dit, c'est peut-être pas très sûr de le faire avec un toit en bois. Et ils se sont dit, bon, très bien, on pourrait faire le barbecue dans le jardin plutôt. Donc, il fallait pouvoir être sûr d'acheminer ce qui avait été cuit dans le barbecue jusqu'au toit terrasse. Et donc, en fait, ce toit n'est qu'à 1,90 m, ce qui fait qu'on peut acheminer donc les différents plats. Et ça suffit pour les Japonais pour passer dessous, parce que les Japonais sont petits, alors que les Français sont plus grands et on aurait eu besoin d'une hauteur un peu plus conséquente. Alors là, je l'ai dit, c'est une sorte de limite entre la vie dans la maison, la vie sous le toit et la vie sur le toit. Il fallait que la distance ne soit pas trop conséquente non plus. Nous avons donc essayé de faire en sorte que le toit soit aussi fin que possible. Et ça ne fait que 115 mm, y compris le rebord de la lucarne. Alors le plan est très simple, il est très traditionnel. Nous pouvons ouvrir toutes les fenêtres d'un côté à l'autre de cette façade. Vous voyez ici donc ce qui se passe avec une vue aérienne. Vous avez là la structure découpée. Ça n'a pas coûté cher du tout. C'est un des projets les moins onéreux que nous ayons conçus. Nous n'avons utilisé qu'un type de matériau, du bois de 105 mm, et nous avons utilisé également de l'aggloméré des deux côtés. Vous avez ici donc les différents panneaux qui ont été assemblés de manière peu coûteuse, peu onéreuse. Et voilà ici ma femme, vous la reconnaissez puisqu'elle est en rouge, pendant la phase de construction. Voilà comment donc ce projet est construit. Vous voyez un certain nombre d'activités, y compris sur le toit. Et vous voyez aussi qu'il n'y a pas de rambarde de sécurité. Il n'y a pas du tout de garde-fou. Alors, nous avons reçu un coup de fil à l'époque de la part d'architectes professionnels qui nous ont dit « Mais pourquoi vous n'avez pas mis donc de garde-fou ou de barrières ?» Eh bien, je me suis dit, effectivement, bon, si c'était à usage public, ce serait nécessaire. Mais là, c'était à usage privé. Donc, on a parlé au propriétaire de ces garde-fous et il m'a dit, nous, on n'en avait pas dans notre ancienne maison. Pourquoi est-ce qu'on en aurait dans la nouvelle maison? Donc, on n'en a pas besoin, a-t-il dit. Alors, nous avons décidé tout simplement de ne mettre aucune protection particulière autour de cette structure. Cette maison a été reprise dans un certain nombre de publications depuis sa réalisation. Elle a maintenant 16 ou 17 ans déjà. Les deux petites filles que vous voyez sur le toit sont maintenant des adultes. Mais tous les enfants, eux, au Japon, ont entendu parler de cette maison. En fait, ces filles sont devenues grandes, adultes, et ont décidé qu'elles voulaient, elles aussi, avoir leur propre maison terrasse. Et elles sont allées voir les autorités pour obtenir des permis de construire. Et on leur a dit, mais non, c'est trop dangereux, on ne peut pas vous donner ce genre de permis de construire. Et à chaque fois, elles viennent avec cette photo en disant, mais regardez, ça a existé, pourquoi ça ne pourrait pas exister encore aujourd'hui? Et les autorités vous le diront encore une fois, on connaît ce projet, il a existé, et c'est bien la raison pour laquelle on ne peut pas vous délivrer d'autorisation pour refaire ce genre de projet non sécurisé. Vous voyez ici la vue sur les montagnes, au loin, le paysage depuis là. Alors, une fois que la famille a emménagé, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le voisinage. Ça a fait évoluer les choses autour. Vous voyez ici que c'est une impasse au bout de la zone résidentielle et personne ne se promenait dans ce quartier. Mais quand la famille a emménagé, beaucoup de voisins étaient curieux, bien entendu, et sont allés se promener là avec leurs chiens en disant « Regardez, ils sont en train de prendre le déjeuner ». Enfin, ils les observaient donc sur leur toit terrasse. Et vous voyez ici la famille qui saluait obligeamment les passants.
Ils sont devenus, d'une certaine façon, une bête curieuse. La communauté s'est intéressée de très près à leur vie. Ils ont une véritable vie communautaire qui s'est établie à partir de là. C'est le meilleur moyen de se faire aimer, à vrai dire, ou de se faire élire à une élection que de construire ce genre de maison. C'est un pouvoir d'attirance et d'aimant absolument extraordinaire. Donc voilà, c'est une famille qui est très unie, mais avant la fin du projet de construction, ils ont commencé à utiliser ce toit, avant même que ce ne soit terminé. Un jour, ils nous ont appelés et il y avait toujours un travail de construction par en dessous. Et ils disaient, tiens, si vous veniez manger avec nous sur le toit terrasse. Et ils ont appelé Pizza Hut. Vous connaissez Pizza Hut, service de livraison de pizza, je suis sûre que vous avez ça aussi. Et le type de Pizza Hut est arrivé par là avec sa moto. Il cherchait, il ne savait pas où livrer. Et il a été assez surpris de ce qu'il a pu constater sur place. Et à ce moment-là, ils ont entendu ces gens-là leur dire « Tiens, donne-moi la pizza, je la prends par ici. » Et il a dû effectivement monter l'échelle pour pouvoir livrer cette pizza. Et donc, ils ont fait ça assez fréquemment après ça. Et à chaque fois qu'ils commandaient de la pizza, c'était toujours le même qui venait livrer. Et la famille lui demandait toujours de partager leur repas. Eh bien, il a dit qu'il avait parlé de cette maison, effectivement, chez Pizza Hut et que tous les livreurs voulaient, bien entendu, aller livrer dans cette maison extraordinaire. Donc, on les voit là qui sont en train de profiter d'un repas sur le toit terrasse. Il faut savoir que ce projet a été publié dans un magazine qui s'appelle JHAC, critique d'architecture, mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose de faire une telle maison parce qu'il faut savoir qu'il peut faire très froid l'hiver et très chaud l'été. Et c'est ce que disait le critique, en tout cas. Le critique disait que ça n'est pas d'une très grande utilité. L'architecte ne devrait pas forcer la famille à vivre de cette façon. Or, c'est une demande qui venait, bien entendu, de la famille et non pas des architectes. Donc, la famille était très en colère en entendant ça et a dit, c'est vrai qu'il fait très chaud sur le toit l'été, donc ils ont tendance à utiliser le toit terrasse plutôt tôt le matin et tard le soir, et c'est exactement l'inverse, bien sûr, l'hiver. Ils ont tendance à profiter du toit terrasse plutôt l'après-midi. Donc, ils étaient très surpris de voir que les architectes ne comprenaient pas qu'on pouvait simplement s'adapter au créneau horaire en fonction des conditions climatiques. C'est une façon de dire que les architectes essaient de trop contrôler leur environnement, alors que c'est la famille elle-même qui avait choisi l'environnement qui lui convenait le mieux. Voilà maintenant la cuisine qui n'est pas revenue très chère, la pire cuisine que j'ai jamais vue. Nous n'avions tout simplement pas de budget, on dirait. Et voilà donc cette fameuse douche pour rafraîchir l'été. Quand nous avons dessiné cette douche, nous n'étions pas sûrs qu'il l'utiliserait, mais un jour, le client nous a appelés en disant « Ah, ça a été super de prendre une douche chaude partant d'orage, partant de typhon. C'était pas pour ça qu'on l'avait installée, mais ils l'ont utilisée de manière détournée. » Et là, ma femme lui a dit, il faut faire attention quand même. Et cette femme lui a répondu, bon, tout va bien. J'étais en T-shirt. J'étais pas toute nue. Mais c'est pas de ça qu'on était inquiets. C'était pas qu'elle prenne sa douche toute nue, bien sûr, qui nous inquiétait. C'était que c'était pendant le typhon. Alors voilà à quoi ça ressemble. Il y a bien entendu aussi une maison sous ce toit terrasse, en bonne et due forme. Vous voyez qu'on peut ouvrir la fenêtre de part et d'autre. Donc il n'y a plus rien. Là, vous êtes directement à l'extérieur, pratiquement. Donc, ils n'avaient rien à l'époque. Ils avaient de simples coussins par terre. Ils n'avaient pas encore acheté de canapé. Ils vivaient essentiellement sur le toit, comme vous le voyez. Donc là, vous voyez toujours ces fameuses échelles qui débouchent par des lucarnes sur le toit terrasse. On peut fermer cette porte ou cette lucarne pour maintenir un peu d'intimité la nuit. Il n'y a pas vraiment de jardin, mais on n'en a pas vraiment besoin. Là, vous avez aussi des lucarnes à partir des salles de bain. Et une fois qu'on a pris un bain, on peut de nouveau emprunter cette échelle pour monter par la lucarne et accéder jusqu'au toit terrasse pour aller se sécher, par exemple. Et vous voyez là les enfants qui
emprunte cette échelle et qui passe par la lucarne. Chaque lucarne peut être ouverte à la main sans aucune difficulté, y compris par des enfants. Vous voyez énormément d'enfants qui sortent des lucarnes et qui redisparaissent dans les lucarnes qui sont sur le toit. C'est un petit peu comme des petits lapins qui sortiraient d'un terrier. On a envie de leur mettre un petit coup de marteau dessus pour les faire rentrer prestement dans leur trou. Alors, vous nous voyez là encore. Qui sont-ils, ces deux-là, en rouge et en bleu, je vous le demande. Et même quand on ne les voit pas en voit leurs pieds, on devine quand même qui c'est. Donc, vous voyez à quel point ce toit a d'importance. Et là, vous voyez une vue de nuit avec l'éclairage. Idoine. Donc, nous vous avons montré la toute première maison sur laquelle nous avons travaillé. C'était une toute petite maison. Et puis, un jour, il y a un jardin d'enfants, une maternelle qui nous a appelés. Et c'était une construction absolument épouvantable. Et ils nous ont dit qu'ils voulaient que nous leur construisions un jardin d'enfants. On s'est demandé pourquoi. Et c'est vrai que cette architecture a l'air assez épouvantable. J'imaginais les enfants qui devaient toujours quitter le bâtiment pour aller à l'extérieur, avec très peu de porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Les enfants sont souvent enfermés, sauf pendant la récréation. Alors pendant ce temps-là, ils n'expérimentent pas la pluie quand il pleut, ils ne sentent pas la chaleur du soleil sur leur peau, etc. Mais ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a quand même là une certaine porosité, un contact avec la nature. Et je leur ai dit, gardez quand même cette porosité du lieu et construisez peut-être autour de ce principe. Bon, le directeur m'a quand même convaincu qu'il fallait que nous intervenions, qu'il fallait que nous revoyions ce concept. Et c'est là qu'on a commencé à y réfléchir. Alors, je vous ai parlé de notre code couleur, des couleurs primaires. Tout ce que nous faisons, toutes les idées sur lesquelles nous travaillons, viennent de l'idée de famille, de la vie quotidienne. C'est là que nous tirons notre inspiration. Vous avez ici ma fille, vous avez là mon fils, ma fille en jaune, mon fils en vert. Comme vous le voyez, les enfants adorent tourner en rond. Ils adorent faire des cercles et ils adorent courir. Ils ne se fatiguent jamais. Ils courent de manière inlassable. Ça, c'est un principe intéressant. Donc, je me suis dit, on va faire la même chose. Alors, on a fait la même chose. On a fait un grand cercle qui leur permettait d'évoluer, de courir en cercle. Et ce faisant, en évoluant comme ça, de cette façon, nous avons vu que d'ailleurs, il y avait 3 arbres et au lieu de les abattre, nous avons décidé de garder ces arbres. Ça n'est pas facile de garder des arbres, surtout d'une telle taille. Mais si vous coupez les racines, vous savez que l'arbre sera condamné à mourir. Donc, il fallait garder ces arbres et construire autour. Nous avons donc travaillé les fondations autour donc, de ces arbres en protégeant le système radiculaire. Vous voyez donc que le toit est assez simple, mais par contre, les fondations sont complexes. Et là, il y a une colonne qui a été construite pour ne pas perturber le mouvement des gens. Voilà ce que nous avons obtenu suite à cela. Et il y a énormément d'enfants, comme vous voyez, qui évoluent sur ce toit terrasse. Nous avons présenté ce projet à Londres et beaucoup de personnes ont dit « Oula, c'est très dangereux. Ça a l'air très dangereux pour les enfants. » Mais ensuite, j'ai expliqué quel était le bien fondé de ce projet. Et encore une fois, le maître d'ouvrage a dit « Ah, mais il n'y a pas de garde-corps, il n'y a pas de barrière. » Et moi, je me suis dit « On n'a pas besoin de garde-corps puisque c'est une maternelle. » Et il a insisté. Il a dit « Bon, peut-être pas un garde-corps, mais à ce moment-là, on pourrait avoir une sorte de filet qui serait installé, de sorte que si un enfant tombait, il serait repris dans le filet. » Bon, c'était une autre solution. Bon, finalement, il a fini par me convaincre qu'il fallait quand même mettre un garde-corps autour et on a utilisé le système du filet pour autre chose. Je suis allée voir la mairie et j'ai dit, tiens, au fait, on ne veut pas qu'il y ait nécessairement un garde-corps, mais on voudrait qu'il y ait un filet pour rattraper les enfants qui tombent. Et ils nous ont dit, évidemment, vous êtes complètement fous. Donc, on n'a pas eu le choix. On était obligé de mettre un garde-corps tout autour, comme vous le voyez ici sur cette photo. Et ensuite, le maître d'ouvrage, de nouveau, a voulu utiliser le système du filet. Il a rappelé la mairie, il a insisté auprès des autorités et il nous a invités à aller revoir de nouveau les autorités pour obtenir cette autorisation. Alors, le maire, bien entendu, se fait élire tous les 4 ans.
Le président aussi, comme on l'a vu en France. Donc, il ne veut pas mécontenter ses électeurs. Alors que le propriétaire donc de ce jardin d'enfants était habitué des habitudes des enfants et savait très bien qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui ne devaient pas figurer dans ce projet. Donc, ils ont dû trouver une idée de compromis. Donc, on s'est dit, on va garder l'idée autour de l'arbre. On va pouvoir faire un système de filets qui rattrape les enfants qui tomberaient. Vous le voyez là. Les enfants ont tendance à tomber, mais ils se servent presque comme d'un trampoline de ce filet. Vous voyez que les filets récoltent beaucoup de poissons, parfois plus de 40 poissons. Vous voyez que ce petit garçon-là adore l'arbre. Il est déjà en train d'en déguster l'écorce. Et puis, le client s'est dit, il faudrait quand même avoir le même système de filet au bord. Bon, finalement, ça n'a pas marché. Comme vous le voyez, nous avons dû construire un garde-corps. Mais le garde-corps, c'est mignon quand même. Là, on dirait pas des petits singes dans une cage, et puis on dirait qu'on est en train de leur donner à manger, comme dans un zoo aussi. Bon, vous voyez ici que le bord du toit est très bas. Nous voulions pouvoir voir ce qui se passait en dessous et sur le toit à la fois. Donc ça n'est que à 2,10 mètres, la hauteur de ce mur. Alors, il existe bien entendu certaines normes de construction pour les maternelles qui disent notamment que les murs doivent faire 3 mètres. Mais le maître d'ouvrage, une fois encore, a dit non, on ne veut pas que ce soit 3 mètres, on veut que ce soit moins, on ne veut pas qu'il y ait non plus de délimitation ou de cloison entre les différentes salles de classe, etc. Je suis venue ici, en fait, en 2011 parce que nous avons remporté un prix de l'UNESCO et aussi un prix délivré par le CDE. Et tout d'un coup, notre ministère de la Culture a changé complètement d'attitude. Il y a quelque chose de formidable qui s'est passé quand on s'est vu remettre cette distinction. Il disait non, ça n'est pas possible, et puis tout d'un coup, il nous donnait toutes les autorisations du monde. Et tout d'un coup, notre jardin d'enfants était considéré comme la meilleure maternelle au monde. Et c'est le ministre lui-même qui est venu voir la maternelle et qui nous a dit faites ce que vous voulez, qui nous a donné un blanc-seing. Ensuite, donc, nous sommes venus, je l'ai dit, à Paris. Il y a 3 personnes de l'ambassade qui sont venues à notre cérémonie, qui ont été absolument charmants avec nous, d'ailleurs, au demeurant. Et ensuite, nous sommes rentrés au Japon, suite à ça, avec notre prix sous le bras. Ma femme avait été nommée entre-temps, justement, à la commission de normalisation des nouvelles maternelles. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut avec ces toits. C'est drôle, le gouvernement japonais, il n'écoute jamais les Japonais, mais ils écoutent les Européens. Et comme les Européens avaient été gentils avec nous, ils l'ont été aussi. Bref, ça a été absolument formidable que de remporter ce trophée, puisqu'il nous a donné main libre une fois de retour chez nous. The mount is designed to make the staircase shorter. Vous voyez aussi qu'ici, il y a des escaliers qui sont assez bas. Vous voyez les enfants qui utilisent une terre meuble pour faire des pâtés, comme tous les enfants du monde. Bon, c'était en fait les tas de terre qui étaient utilisés par les maçons. Donc, il fallait qu'à chaque fois qu'ils reconstituent cette terre. Là, vous avez la station de lavage. Vous voyez que les enfants utilisent donc ces robinets. Ça, c'est l'eau pour prendre sa douche, l'eau pour s'éclabousser. Et vous voyez ce petit garçon-là, il est rigolo. Au lieu de se laver les bottes, il met de l'eau dans ses bottes. Alors, voilà, je crois, un visuel tout à fait important. Ce bâtiment n'est pas tellement connu, sauf dans le domaine des jardins d'enfants. Il est plus connu dans le domaine pédagogique, bien sûr, dans les cercles de l'éducation. Il y a un TED Talk qui a été fait sur le sujet, et vous verrez comment ce genre de projet est perçu par la communauté pédagogique. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une conception qui est excellente, notamment pour les enfants autistes. Alors justement, sur les enfants autistes, que peut-on dire? Eh bien, on observe un certain nombre de choses. On s'aperçoit que les autistes ont besoin d'avoir plus d'espace
entre eux et les autres. Dans ce genre de maternelle, ils peuvent mettre toute la distance qu'ils veulent avec leurs camarades. Imaginons que cet enfant n'a pas envie de rester en classe parce qu'il souffre d'un syndrome autistique, et bien, il pourrait très bien aller se promener. S'il veut rester, il reste. S'il veut partir, il peut. Il n'est pas enfermé. Et même s'il part, eh bien, il va finir par tourner en rond, et comme il tourne en rond, forcément, il sera de retour à un moment ou à un autre, donc en toute sécurité. Ce qui est important, c'est le bruit. Les enfants, pour apprendre, ont besoin de bruit de fond. On ne veut pas être privé de bruit de fond. Ça n'a rien à voir avec le Japon, mais c'est une diapositive tout à fait importante. C'est ce qu'on appelle la danse Quechua. Ça, c'est en Indonésie. La France y était présente, donc vous connaissez ces rituels. Est-ce que vous entendez les bruits de fond, les bips au fond? Je vais m'interrompre maintenant, ici. Tout ça pour dire que le bruit de fond participe du processus d'apprentissage. Il est nécessaire. Le bip que vous avez entendu, ce bip, ne faisait pas partie du spectacle. Enfin, ou plus exactement, il n'était pas présent lorsque j'enregistrais ce spectacle. Mais lorsque je suis revenu à Tokyo, j'ai compris qu'il y avait un bip et je me suis dit, mais tiens, c'est notre iPhone qui ne fonctionne pas. Je me suis dit, ça c'est bizarre. Mais quelqu'un m'a dit, mais en fait, non, ce bruit était déjà là, c'était un bruit de fond, mais vous l'avez simplement zappé. Votre corps lui-même fait énormément de bruit, de manière infinitésimale, mais on n'en tient pas compte quand on se concentre sur une autre source d'apprentissage. Donc on n'entend pas toujours les bruits ambiants. On entend le bruit qui vous intéresse. C'est la même chose. Votre corps fait beaucoup de bruit. C'est une fois qu'on plonge sous l'eau qu'on entend le bruit que fait son corps. Or, le bruit n'est pas produit par l'eau, il est produit par votre corps. C'est la même chose. Quand on se déconnecte de l'environnement, on n'entend plus ces mots, on n'entend plus ces bruits. Et lorsque vous êtes dans la jungle, il y a ce bruit de fond aussi. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et les bâtiments modernes troublent énormément les enfants et mènent à des troubles autistiques, tout simplement parce qu'il y a cette absence de bruit de fond dont on a besoin pour mieux apprendre. Et on n'entend plus non plus le bruit de son propre corps. Et ça devient très important pour nous qu'il y ait cette perméabilité aussi du son, et non pas seulement de l'espace. Alors, vous le voyez, un bâtiment très simple, avec très peu de cloisons, vous le voyez aussi, très peu de lignes de démarcation. Et nous pensons que c'est la voie de l'avenir. Vous avez peut-être entendu parler de ce film de 1983 qui s'appelle Tron. Et voilà à quoi ressemblait la ville dans Tron. Très peu de murs. Vous avez peut-être vu aussi le film Matrix, qui est sorti en 2000. Et la ville était comme cela. C'est une ville linéaire, une ville très habitée. Et dans ce film, on voit beaucoup ce qui se passe sur... On voit que ce qui se passe dans le domaine de l'informatique est beaucoup plus réel que la réalité même qui nous entoure. Nous vivons aujourd'hui dans ce genre de monde. Nos enfants, nos filles, nos fils utilisent des iPhones et ils font des dessins par iPhone interposé. Ils respirent cette technologie à longueur de journée. Mais cette technologie ne rend pas plus technologique nos vies pour autant. Notre vie, au contraire, est plus humaine. Nous pouvons aller maintenant facilement à l'île de Bornéo, en Indonésie, sans aucun danger. Donc la technologie aujourd'hui devient plus invisible et notre mode de vie est beaucoup plus naturel. Nous en arrivons maintenant au stade où nos vies peuvent être vraiment idéales. C'est ce que j'appelle l'avenir nostalgique. Et on peut en tirer quelque chose d'humain. Et on peut en tirer quelque chose d'humain grâce aux dernières technologies. C'est la technologie qui doit nous aider et non pas nous qui devons être au service de cette dernière. C'est elle qui est au service de notre humanité, au contraire. Alors je reviens ici. On voit qu'il n'y a pas de ligne de démarcation, pas de frontière entre les classes. Parfois, on enseigne les maths
ici et la musique juste à côté. Et ceux qui font des maths n'entendent tout simplement pas ou ne tiennent pas compte de la musique, c'est-à-dire des sons qui leur parviennent de l'espace avoisinant. On n'a plus beaucoup de temps. Je crois qu'il faut se dépêcher un petit peu, mais je vous invite, si vous êtes intéressé, à nous poser des questions par la suite, voire même aller sur la vidéo. Alors voilà comment nous divisons les différentes salles de classe, comment nous les segmentons. Nous utilisons ces cubes. Les enfants sont supposés s'aider les uns les autres, mais ils ne travaillent pas. Regardez-les. Ils s'amusent, ils se mettent dans des boîtes, ils y restent. Ça, c'était par exemple, autour de la période de Noël. Là, nous avons la station de lavage des mains. Vous voyez que les enfants s'aident. C'est le dernier salon où l'on cause. Ça, c'était toujours à Noël. Ça, c'est l'arbre que vous voyez en plein milieu de la salle de classe avec cet enfant qui va chercher un autre enfant à travers les mailles de ce filet. Toujours les petits singes dont je vous parlais, qui sont récoltés dans ces filets. Toujours à l'époque autour de Noël. Vous voyez donc... c'est un petit peu comme le Père Noël qui descendrait par la lucarne. Ces petits-enfants curieux que vous voyez. Je n'ai plus beaucoup de temps. Simplement, je passe assez rapidement. Je voulais vous dire qu'il y a plus de 300 ampoules dans ce projet avec des lumières incandescentes. Nous utilisons des ficelles, plus d'une centaine de ficelles. Quand vous voulez éteindre la lampe, il suffit de tirer sur la ficelle. C'est assez simple. C'est une action toute simple. Ce n'est pas les dernières technologies qu'on utilise. On n'utilise pas de système de contrôle à distance. On utilise des ficelles à l'ancienne, mais on peut ainsi économiser de l'énergie. Alors, on peut utiliser les LED, mais pour les enfants, on sait que ce n'est pas formidable parce que ça peut être mauvais pour l'acuité visuelle des enfants. Ce n'est pas une conférence médicale, je n'entrerai pas dans le détail, mais simplement pour dire que c'est un peu délétère comme effet. Nous avons fait des recherches récemment sur donc les lumières LED qui peuvent endommager les yeux des enfants. Donc, il ne faut pas toujours utiliser les dernières technologies. Parfois, il faut simplement développer une conscience autour de l'usage de l'énergie pour pouvoir économiser cette dernière. Donc, voilà toujours le mouvement, les mouvements d'enfants. Et vous voyez les mouvements réalisés par un enfant entre 9h10 et 9h30. Et il faut savoir que c'est une sacrée distance. Cet enfant, par exemple, parcourt en quelques instants des centaines de mètres. Donc, l'enfant peut parcourir jusqu'à 4000 mètres par jour. Regardez ces mouvements. Ce sont des mouvements spontanés et ils courent spontanément, ces enfants. Ils se cachent. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un lieu qui soit sûr à tout point de vue, parce que vous voyez comment évoluent les enfants, ils courent, ils apprennent à contrôler leurs propres mouvements aussi. Alors aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la sécurité. On dit attention, c'est dangereux, il faut sécuriser les lieux, etc. Ça n'est pas toujours vrai. Et un jour, il y a un spécialiste de l'enseignement allemand, un pédagogue, qui s'est dit, mais qu'adviendra-t-il si ces enfants, par exemple, se mouillent parce qu'il pourrait très bien pleuvoir. Alors, le Japonais lui a dit, oui, il pleut, ils seront mouillés, alors ils se changent. C'est ce que font nos enfants ici. Que font-ils en Allemagne? Bon, c'est simple. Bon, c'est vrai que les enfants peuvent être trempés. Mais ce qu'on leur a dit, c'est, ben non, nous, les Japonais sont complètement imperméables. Bon, c'était une blague, bien sûr. Et le client de notre toit-terrasse, de notre maison toit-terrasse, a fait un commentaire tout à fait intéressant. Il a dit, les gens ont toujours peur qu'on ait trop chaud sur notre toit-terrasse et qu'on ait trop froid, au contraire, l'hiver. Mais imaginez, vous allez parfois faire du ski, il fait moins 30 sur les pistes enneigées, il fait 50 degrés sur les plages l'été. Pourtant, vous allez à la plage et vous allez à la montagne. Donc, il faut simplement contrôler notre corps au vu des variations climatiques. Aujourd'hui, on veut contrôler son environnement. Mais le confort, ce n'est pas juste une question de température, c'est aussi de s'amuser en faisant fi, en s'adaptant aux données climatiques. Alors, il me reste 5 minutes à peine. Donc, j'aimerais simplement vous montrer très brièvement encore ce projet autour d'un arbre, où l'arbre est au centre. C'est une extension, d'une certaine façon, de ce toit-terrasse du jardin d'enfants de Fuji. Nous avons dû construire toute une structure autour de l'arbre. Et
construisant ce genre de bâtiment, il faut toujours se mettre dans la perspective de l'enfant. Là, vous voyez toujours ma fille en jaune et mon fils en vert. On se met à leur place. Alors cet enfant, par exemple, le mien, eh bien, tant pis, il s'est cogné la tête, mais il a la tête dure. Nous l'avons testé, il est résistant. Et donc, on essaie de voir comment évoluent ces enfants dans cette structure. Et ensuite, on fait évoluer d'autres enfants après s'être servi des nôtres comme de cobayes. Et voilà comment on construit en faisant évoluer les enfants. Et vous voyez qu'il y a des problèmes de circulation et d'embouteillage à Tokyo aussi, dans les jardins d'enfants. J'aimerais avoir un petit peu plus de temps. J'ai trop de choses à vous montrer. Voilà comment les enfants apprennent à s'entraider aussi en évoluant. Ma fille, elle est beaucoup plus grande maintenant. Elle a grandi depuis. Encore une chose que j'aimerais vous montrer. Vous vous souvenez du tsunami en 2011? Il y a toujours de grands tsunamis au Japon. Mais ce genre de tsunami ne survient que tous les 400 ans. Et il y a une histoire assez connue à propos de cet édifice. Il y avait une femme avec un micro sur le toit qui disait « Quittez cette ville, et elle est morte d'avoir sauvé tant de vies ». Mais il y a une chose très, très étrange à propos du tsunami, parce que c'est 2 heures, en général, après le tremblement de terre. Les gens auraient pu partir, mais ils ne sont pas partis pour autant. Parfois, ils ont été frappés par le tsunami. Voilà, par exemple, un moine qui n'est pas mort et qui a sauvé énormément de vies. La différence entre lui et la vieille dame, c'est que lui, il était dans un lieu un peu différent. Là, vous avez donc une allée d'arbres avec un ancien temple. Et les anciens temples sont toujours sur des points très, très hauts. Et l'eau est montée jusque-là, voyez-vous. Il a été sauvé parce qu'il était encore plus haut. Et ça, c'est un camp de réfugiés. Ça, c'est ce qui s'est passé après le tsunami. Il y a une montée des eaux extraordinaire. L'UNICEF est venu et nous a demandé « Est-ce que vous pouvez nous aider à mettre en place une structure temporaire ?» J'ai dit non, temporaire, c'est bête, c'est de la perte d'argent. On va faire quelque chose de contraire, de permanent. On a utilisé donc ces arbres, ces gros arbres de gros calibre. C'était du bois de construction très massif. On a utilisé ce système pour construire donc cette maternelle, ce jardin d'enfants. Voilà comment la construction a eu lieu. Et vous voyez ici que ces gens-là n'ont pas de maison, n'avaient plus de maison. Et ça, c'est ce qui a été construit très rapidement après le tsunami. Le tsunami, qui est maintenant utilisé comme un symbole de la ville, fabriqué à partir des arbres sacrés. Il est donc très, très important de construire rapidement pour répondre à ces besoins. Voilà comment nous avons reconstruit la maternelle. Ça ressemble à un temple, d'une certaine façon, puisque ça vient aussi d'une partie d'un temple. C'est assez rationnel en même temps. Voilà, encore une fois, regardez comment les enfants évoluent. Et je suis sûre que tous les enfants du monde, en France y compris, évoluent de la même façon. Ils font ce qu'ils ne devraient pas faire. Ils sont sous les planchers dont ils se servent comme de toit. Vous avez ici cette colonne. Alors ça, c'est une colonne qui vous dit « J'ai été sauvé lors du tsunami, il y a 400 ans de cela, j'ai été sauvé. Et si vous venez à moi, je vous sauverai aussi. » C'est d'une certaine façon un message qui doit être passé auprès des nouvelles générations pour les 400 ans à venir. Vous voyez d'autres projets. Je vais très, très vite parce que je n'ai plus de temps. Ça, c'est un projet notamment construit dans la neige. Si vous allez au Centre Pompidou, vous pouvez acheter des ouvrages qui comportent certains visuels de ces projets. Nous en arrivons maintenant à la fin de cette présentation. Alors, je devrais quand même vous montrer ce projet qui est tout à fait intéressant. Ce sont, là encore, des jardins d'enfants, mais avec des abris qui ressemblent en fait à des ombrelles ou des parapluies. Aujourd'hui, on protège nos enfants. Mais les enfants peuvent se protéger tout seuls aussi. Regardez mon enfant qui évolue avec ses palmes sous l'eau. Il avait 6 ans, il pouvait nager pendant plus de 1000 mètres. Tous les enfants sont construits pour cela. Alors, voilà notre voiture. Vous connaissez cette voiture, elle est française. Pas de climatisation. Vous imaginez bien. Et quand il fait chaud, nous devons ouvrir le toit ouvrant. Mais quand il pleut, nous devons fermer le toit ouvrant
Et il y a des petites portes des petites portes qui s'ouvrent, des petites fenêtres, des auvents plutôt, qui s'ouvrent de part et d'autre des fenêtres. Vous vous souvenez peut-être de ce système. Donc, si vous oubliez de fermer ces ouvertures, à ce moment-là, bien entendu, vous êtes envahi et il y a des petites flaques d'eau qui se forment sur le sol. Mais il y a quand même une possibilité d'évacuer cette eau. C'est prévu dans le design d'origine. Mais vous savez que cette voiture, elle a été en production pendant 50 ans. Aujourd'hui, nous parlons d'architecture durable, nous parlons de l'usage efficace de l'énergie, etc. Mais pensez à cette voiture qui pourtant n'avait pas de climatisation et qui a continué d'être en utilisation pendant 50 ans. Elle est optimisée. Il y a peut-être quelque chose de particulier à propos de cette voiture. Pourquoi est-ce que les gens ont gardé cette voiture pendant aussi longtemps? Eh bien, parce qu'on peut mettre beaucoup de gens dans une 2 chevaux, on peut mettre beaucoup d'objets dans une 2 chevaux, on peut déménager dans une 2 chevaux, on peut mettre une famille entière dans une 2 chevaux. Et le propriétaire de la maison toit-terrasse a dit, eh bien, vous ne pourrez peut-être pas tirer 100% d'utilisation de cette voiture. On ne peut pas faire 100% avec cette architecture, mais on l'aimera 200%. Et c'est ce message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui. Sorry, just I passed 3 minutes.